Je savais que ma sœur me détestait mais je ne savais pas jusqu'où elle irait jusqu'à ce qu'elle fasse glisser un cadeau d'anniversaire sur la table et qu'elle rit. Un test ADN. Peut-être que cela expliquera pourquoi tu es l'erreur d'un autre homme, a-t-elle dit assez fort pour que chaque fourchette s'arrête en l'air. J'ai ravalé la honte, j'ai posté le kit et j'ai attendu. Des mois plus tard, l'avocat de succession de notre famille a demandé une réunion urgente concernant Grace Ellington. Ma mère est devenue pâle. Naomi a cessé de sourire. Et à ce moment j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Elle savait déjà ce que j'allais découvrir. La plupart des gens imaginent la famille comme un endroit d'où atterrir. La mienne a toujours ressemblé davantage à une maison au sol froid, belle de l'extérieur, glacial une fois qu'on y entrait. En grandissant dans la maison Ellington à Denver, j'ai appris très tôt à me faire petite. J'étais l'enfant silencieuse, celle qui faisait ses devoirs sans qu'on le lui demande, celle qui disparaissait dans les coins pour que ma mère ne soupire pas. Et que ma sœur ne ricane pas. Même à l'époque, le monde de Naomi semblait tourner au centre de tout. Elle avait une façon de capter l'attention sans la mériter, des rires bruyants, des histoires dramatiques, un talent pour transformer chaque pièce en sa scène. Et ma mère Evelyne applaudissait chacun de ses gestes. Quand Naomi obtenait un B à un examen, elle était considérée comme équilibrée. Quand je ramenais des A, ma mère clignait des yeux comme si elle avait oublié qui j'étais un instant avant de dire « C'est bien Grace. Peux-tu aider à mettre la table ?» À l'âge de 35 ans, j'avais bâti une vie loin de cette maison. Austin me convenait, des matins calmes, des routines simples, le genre de stabilité que je n'avais jamais eu enfant. Je travaillais comme analyste financière, je m'habillais dans des tons doux et neutres et j'essayais de ne pas penser à la douleur constante que procurait le fait d'être la fille oubliée. Mais quand mon père James Ellington est décédé, la gravité de notre famille m'a ramené. Il avait été la seule chose stable dans cette maison, un homme de peu de mots mais d'une chaleur surprenante. Dans les petits moments, une main sur mon épaule. Un signe de tête fière lors de ma remise de diplôme universitaire. Je ne savais pas alors qu'il portait un secret plus sombre que tout ce que je pouvais imaginer. 3 mois après les funérailles, maman a insisté pour que nous ayons un petit dîner d'anniversaire dans la vieille maison. Sa voix au téléphone était trop vive, trop répétée, comme si elle lisait des lignes que quelqu'un d'autre lui avait données. Quand j'ai franchi la porte d'entrée, j'ai senti le mélange familier de produits à polir au citron et de vieux livres. Le lustre brillait mais la maison semblait plus vide sans la présence silencieuse de papa. Naomi était assise à la table de la cuisine feuilletant des brochures de complexe hôtelier, bronzée par un récent voyage, me jetant à peine un coup d'œil en entrant. Maman s'est versé plus de vin que d'habitude, ses mains tremblant légèrement. Quelque chose de non dit planait dans l'air comme une tempête qui n'avait pas encore éclaté. J'ai essayé de poser des questions sur le testament doucement, respectueusement. Maman s'est figée, son sourire raide. Nous ne sommes tout simplement pas encore prêts, a-t-elle dit, mais ses yeux ont balayé Naomi et Naomi a souri comme si elle connaissait un secret que je ne connaissais pas. Avec le recul, le dîner n'avait jamais été une célébration de mon anniversaire. Il s'agissait de préparer le terrain pour mon humiliation. La tension de cette nuit n'est pas arrivée en un instant aigu. Elle s'est insinuée lentement comme un courant d'air sous une porte fermée. Chaque petit détail semblait étrange. Naomi me regardait constamment avec ce regard expectant comme si elle attendait un signal. Seule elle et ma mère avaient répété. Le verre de vin de maman n'était jamais vide bien qu'elle en ait à peine bu. Ses doigts ne faisaient que tourner autour du pied encore et encore comme si elle avait besoin de s'accrocher à quelque chose. Le dîner lui-même était une performance. Naomi parlait sans arrêt, de son travail, de son mari, de ses projets de refaire sa cuisine dans une esthétique de ferme française. Maman riait à chaque commentaire, même les moins drôles. Quand je parlais, la pièce semblait s'assombrir comme si quelqu'un avait baissé le volume de mon existence. À mi-chemin du repas, Naomi s'est penchée en arrière, les yeux brillants. Alors Grace, tu travailles toujours dans le même cabinet à Austin ? Avant que je ne puisse répondre, elle a replongé dans une autre histoire sur elle-même. Ce n'était pas une question. C'était un rappel, tu es un bruit de fond. Pourtant quelque chose d'autre bouillonnait sous son expression suffisante, de l'anticipation, de la ruse. Quand maman s'est levée pour apporter le dessert, un petit gâteau acheté en magasin qu'elle n'avait même pas pris la peine de dresser, Naomi a repoussé sa chaise de manière dramatique. En fait, a-t-elle dit en tendant la main vers une boîte brillante enveloppée de papier argenté, j'ai apporté un cadeau d'anniversaire. Quelque chose que je pense que tu trouveras éclairant. Le visage de maman s'est vidé de ses couleurs. Naomi. Mais Naomi l'a ignoré, faisant glisser la boîte sur la table vers moi comme si elle contenait des preuves au lieu d'un cadeau. Vas-y, a-t-elle dit, son sourire mince comme une lame. Ouvre-le.
J'ai retiré le papier, un étrange calme s'installant en moi. À l'intérieur se trouvait un kit de test ADN. La pièce est devenue silencieuse à l'exception du doux bourdonnement du réfrigérateur. Naomi s'est penchée en riant sous cape. Peut-être que cela expliquera pourquoi tu es l'erreur d'un autre homme dans cette famille. Les mots ont résonné net et délibérés. Maman a tressailli. Je l'ai vue mais elle n'a rien dit. L'humiliation piquait mais la peur dans les yeux de maman ressemblait à la vraie vérité qui s'échappait par les fissures. Naomi ne m'avait pas seulement insulté. Elle avait exposé quelque chose qu'elle n'était pas censée dire à voix haute. Plus tard cette nuit-là dans mon ancienne chambre dont les murs étaient toujours peints du bleu doux que j'avais choisi à 15 ans, j'ai cherché dans de vieilles boîtes comme quelqu'un cherchant la preuve de sa propre existence. Au fond de mon placard j'ai trouvé une enveloppe qui n'appartenait pas aux autres. La poussière autour d'elle avait été récemment déplacée. À l'intérieur se trouvait une photographie, une Evelyne plus jeune me tenant bébé debout à côté d'un homme que je ne reconnaissais pas. Au dos de la main de ma mère, pardonne-moi. Mes mains tremblaient en prenant des photos de tout. Puis je me suis tourné vers le kit ADN que Naomi avait livré comme une arme. Elle voulait que je le prenne. Elle voulait que quelque chose se produise. Très bien. Je l'ai posté le lendemain matin non pas parce que Naomi le voulait mais parce que j'avais besoin de savoir quelle vérité elle était si désireuse d'utiliser comme arme. Les résultats sont arrivés 5 semaines plus tard un mardi après-midi calme. J'étais à mon bureau à Austin à moitié à l'écoute du bourdonnement des bouches d'aération du bureau lorsque la notification est apparue sur mon téléphone. Je m'attendais à l'angoisse. Ce à quoi je ne m'attendais pas c'était la clarté, nette, froide, indéniable. Aucune relation biologique détectée avec la famille Ellington. Mon souffle s'est coupé mais j'ai continué à lire. Une correspondance suggérée avec la lignée Hartman. Un nom que je n'avais jamais prononcé, jamais entendu, soudainement lié à moi par le sang. Cela ne faisait pas mal comme je l'imaginais. Cela ressemblait à une confirmation de quelque chose que j'avais toujours senti. J'étais une invitée dans ma propre enfance, jamais une fille. Ce qui m'a le plus choqué est venu ensuite. Quand j'ai envoyé les résultats à notre groupe de discussion familiale, rien de dramatique, juste une capture d'écran et une simple question, quelqu'un veut-il expliquer cela? Mon téléphone a vibré presque instantanément. Maman a appelé sanglotant, non pas de remords mais de peur. Grace chérie, s'il te plaît, supprime cela. Tu ne comprends pas. C'est compliqué. Des choses se sont passées il y a longtemps. Nous sommes passés à autre chose. Elle ne s'est jamais excusée. Elle n'a jamais abordé les décennies que j'ai passées à me sentir comme un fardeau dans sa maison. Elle m'a juste supplié d'enterrer la vérité à nouveau. Mais Naomi n'a pas appelé. Elle a envoyé un SMS. Juste 4 mots, et bien maintenant tu sais. Froid, satisfait, comme si elle avait attendu la moitié de sa vie le moment où je découvrirais que je n'appartenais pas. Cette nuit-là je l'ai appelée tremblant de questions que je ne savais pas comment poser. Elle a répondu au 3e coup de fil. Sa voix dégoulinante d'irritation. Pourquoi Grace? Pourquoi maintenant? J'ai exigé, pourquoi insister? Pourquoi m'humilier? Elle a ri doucement, un son qui a frappé comme de la glace. Parce que j'ai gardé ce secret de famille pendant 20 ans. Parce que maman me devait quelque chose. Parce que tu as joué la victime assez longtemps. Et maintenant les bonnes personnes recevront enfin ce qu'elles méritent. Elle a raccroché. Ces mots se sont accrochés à moi comme de la fumée. Le lendemain matin j'ai commencé à poser de discrètes questions. J'ai parlé à la famille, aux amis, aux anciens voisins, aux gens qui avaient connu mes parents avant la naissance de Naomi et la mienne. Ce qui en a résulté m'a glacé. Naomi fouillait depuis des mois, rencontrant des avocats spécialisés dans les successions, laissant entendre des changements à venir, parlant comme si la succession de papa lui appartenait déjà. J'avais besoin d'aide. D'une vraie aide. Le genre que papa aurait insisté pour que je cherche. Alors j'ai engagé une avocate, Sarah Ange, connue pour son travail dans les litiges de succession compliqués. Je lui ai tout apporté, les résultats ADN, la photographie, les captures d'écran des messages de Naomi, les conversations étranges, la peur dans la voix de maman. Sarah a écouté, son expression immobile, prenant des notes comme si elle assemblait un puzzle. Tes instincts sont justes, a-t-elle finalement dit. Ce n'est pas seulement du ressentiment. Quelqu'un est en train de monter un dossier pour t'effacer. 3 jours plus tard j'ai reçu l'appel qui a tout changé. Monsieur Dalton, notre avocat de succession de longue date, a sonné inhabituellement formel.
Grace, ton père a laissé des instructions pour la lecture d'un testament dans des circonstances spécifiques. Ces circonstances ont maintenant été remplies. Je pense que tu devrais être préparé à ce que tu vas entendre. Préparé? Je doute que quiconque ait pu l'être. Le matin de la lecture du testament d'Enver semblait plus froide que dans mes souvenirs. Pas un froid saisonnier mais le genre qui s'enfonce jusqu'aux os. Le genre qui sonne comme un avertissement. Sarah et moi sommes arrivés tôt au bâtiment du centre-ville où le bureau de Monsieur Dalton occupait le dernier étage. Des fenêtres du sol au plafond du bois sombre. Le genre d'endroit où les vérités ne se cachaient pas, elles résonnaient. Nous avons choisi des sièges près de la fenêtre hors de la ligne de mire directe. Sarah a chuchoté, observe tout. Ne parle que si nécessaire. Son calme et sa fermeté ont apaisé la tension dans ma poitrine. Maman est arrivée ensuite. Elle avait l'air épuisée comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Ses cheveux étaient attachés à la hâte et elle serrait son sac à main des deux mains comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Elle ne m'a pas salué, elle n'a même pas croisé mon regard. Elle s'est effondrée dans une chaise à l'extrémité de la table fixant la surface polie comme si elle pouvait l'engloutir entièrement. Puis Naomi est entrée. Ses talons ont claqué sèchement sur le sol en marbre, chaque pas portant une confiance suffisante qui frisait le théâtral. Elle portait un tailleur coûteux de couleur crème parfaitement ajusté et un maquillage épais qui la rendait plus dure, plus nette. Et bien sûr elle a amené son propre avocat, un homme que je reconnaissais des panneaux publicitaires se vantant d'une succession agressive. Naomi m'a fait un lent sourire, un coin levé plus haut que l'autre. Grace, a-t-elle dit comme pour saluer quelqu'un d'insignifiant, mais ses yeux brillaient d'attente. Elle croyait qu'elle avait déjà gagné. Monsieur Dalton est entré le dernier portant un épais dossier. Il se déplaçait avec le calme délibéré de quelqu'un qui comprenait le poids de ce qu'il était sur le point de déchaîner. Lorsqu'il a atteint le bout de la table, il a posé une main sur le dossier et nous a regardés une par une. Avant de commencer, a-t-il dit, je tiens à noter que James Ellington a laissé des instructions explicites sur la manière dont cette lecture devait se dérouler. Il anticipait des complications. Tout ce que je m'apprête à partager a été préparé en pleine connaissance de circonstances que certains d'entre vous pourraient trouver surprenantes. Naomi s'est agitée, son sourire vacillant. Dalton a ouvert le dossier et a commencé à lire le testament. Moi, James Robert Ellington, déclare ceci comme mes dernières volontés et testaments. Je laisse 70% de ma succession incluant la maison familiale, les comptes d'investissement et les actifs à ma fille Grace Ellington. Le silence a éclaté dans la pièce comme un coup de fouet. Naomi s'est levée d'un bond. Elle n'est pas sa fille, a-t-elle crié. Nous avons une preuve ADN. Elle n'a aucune légalité. Dalton a levé une main. S'il vous plaît, asseyez-vous. Il y a plus. À contre-cœur, elle l'a fait bien que sa mâchoire se soit serrée si fort que j'ai cru qu'elle allait se casser une dent. Dalton a continué à lire. Je savais depuis que Grace avait 2 ans qu'elle n'était pas mon enfant biologique. J'ai choisi de l'élever quand même. Je choisis de lui laisser mon héritage parce qu'elle seule s'est avérée digne de celui-ci. Cette décision ne nécessite aucune validation supplémentaire. Le teint de Naomi est devenu d'un gris cireux. Maman a fermé les yeux, la douleur resserrant ses traits. Mais Dalton n'avait pas fini. 8 mois avant sa mort, Monsieur Ellington a engagé un détective privé pour documenter toute tentative de manipulation ou d'ingérence dans sa succession. L'enquêteur a recueilli des preuves substantielles. Il a posé une pile de documents sur la table, paiements, retraits, factures et journaux de réunion démontrant les efforts de Naomi Ellington pour faire pression sur son père afin qu'il modifie son testament incluant des retraits non autorisés totalisant $50 000 pendant sa maladie. L'avocat de Naomi s'est raidi. Nous n'avons pas été informés, a dit Dalton en le coupant. Vous n'aviez pas l'obligation de l'être. De plus, l'enquête a documenté des consultations avec 3 avocats spécialisés dans les successions, des conversations sur les changements à venir dans l'héritage familial et l'achat d'un test ADN envoyé à l'adresse de Naomi et emballé comme un cadeau. Les yeux de Naomi se sont écarquillés. C'est ridicule, a-t-elle dit, la voix tremblante. C'était une blague. Dalton a posé le dernier document, une note manuscrite de l'écriture inimitable de mon père. Monsieur Ellington a demandé que je lise ceci à haute voix. Il a déplié la page. Naomi, je sais ce que tu as planifié. Je t'ai vu essayer de manipuler ta mère. J'espérais que tu choisirais différemment. Ces conséquences sont de ton propre fait. Un son a échappé à la gorge de Naomi, mi-halètement, mi-grogne. Son avocat s'est penché vers elle.
Ne conteste pas cela, a-t-il chuchoté durement. Il y a une clause de non-contestation. Tu perdras tout. Mais Naomi était en pleine spirale. C'est une fraude. A-t-elle craché? Grace l'a manipulée. Elle a trompé un homme mourant. Sarah s'est levée. Sa voix était calme et puissante. Le testament reconnaît explicitement la filiation de Grace et documente le raisonnement de M. Ellington. Toute contestation serait frivole et déclencherait la clause de non-contestation incluant le remboursement des prêts en cours d'environ 200 000 $. Le visage de Naomi s'est déformé. Ce n'est pas un prêt. Il m'a donné cet argent. Pas selon les registres de succession, a répondu Dalton calmement. Maman a finalement parlé, sa voix un murmure fragile. Naomi, arrête. Mais Naomi ne pouvait pas. Des années de privilèges, d'amertume et de peur se sont télescopées d'un coup. Cela devrait être à moi. A-t-elle sifflé? Tout. Je suis la vraie fille. C'est moi qui suis restée. Je me suis levé lentement, ma voix ferme. Tu n'es pas restée, Naomi. Tu as contrôlé. Tu as menacé. Tu as bâti ta vie sur des secrets que tu n'as jamais mérités. Elle s'est tournée vers moi, les yeux hagards. Tu ne mérites pas, Grace. Dalton a dit gentiment, il y a autre chose que ton père a laissé. Il a ouvert une plus petite enveloppe qui m'était adressée. À l'intérieur se trouvait une courte lettre. Grace, tu as passé ta vie à croire que tu étais invisible. Tu ne l'étais pas. J'ai vu ta force, ta gentillesse, ton intégrité. Tu étais ma fille non par le sang mais par choix. Et je te laisse mon héritage avec une certitude absolue que tu l'honoreras. Ma vision est devenue floue. Quand j'ai levé les yeux, Naomi a finalement compris. Ce n'était pas ma victoire. C'était sa défaite orchestrée par l'homme qu'elle avait le plus sous-estimé. Les conséquences juridiques sont arrivées plus vite que prévu. L'avocat de Naomi s'est retiré le lendemain matin, la laissant chercher désespérément quelqu'un prêt à prendre une affaire qui s'effondrait déjà sous son propre poids. Lorsqu'elle a tout de même tenté de contester le testament, le juge l'a rejeté. En quelques minutes, la clause de non-contestation était hermétique. Les preuves accablantes. Son héritage a disparu. Le prêt qu'elle avait contracté auprès de papa, 200 000 $ s'est transformé en dette personnelle due à la succession. Et les 50 000 $ de retrait non autorisés. Elle a eu 1 an pour les rembourser ou faire face à de nouvelles poursuites judiciaires. Pour la première fois de ma vie, Naomi a paru petite. Non pas humble mais acculée par les conséquences qu'elle avait toujours réussi à fuir. Maman est venue me voir une semaine plus tard. Elle était assise sur le canapé de mon appartement à Austin, les mains jointes, les yeux rouges. Elle m'a tout raconté, la vérité sur mon père biologique, l'accord conclu des décennies auparavant, la culpabilité qu'elle portait mais n'avait jamais affrontée. J'ai écouté mais je ne l'ai pas approché. Certaines blessures nécessitaient de la distance, pas de la proximité. Je veux arranger les choses, a-t-elle chuchoté. Je te crois, ai-je dit. Mais arranger les choses commence par me laisser vivre sans porter tes secrets. Dans les mois qui ont suivi, je me suis entièrement retiré de Denver. J'ai géré la succession avec l'aide de Sarah, réglé les comptes et choisi tranquillement, délibérément la vie que je voulais ensuite. C'était la première fois que je faisais un choix sans me demander qui cela pourrait décevoir. J'ai laissé Denver derrière moi et j'ai construit une vie plus calme en Oregon où les mensonges ne pouvaient plus m'atteindre. Certaines fins ne sont pas bruyantes. Elles sont un choix de paix plutôt que de douleur. Et si tu as déjà été celle que l'on a négligée, sache ceci. Tu mérites mieux que les gens qui n'ont pas su te voir. Partage ton histoire ci-dessous et abonne-toi pour la prochaine.